OK, on recommence. Bon, donc c'est ça. OK, j'aimerais commencer juste avec un petit survol du test. Je sais qu'il y en a qui ont déjà suivi des sessions, qui ont déjà vu le test, mais juste en cas où que c'est nouveau, puis vous voulez juste un petit survol, on va en faire un rapidement. Avant que je commence, par contre, n'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous avez des questions, commentaires, n'importe quoi, n'hésitez pas de juste allumer votre micro puis de poser la question. Ça me ferait plaisir de la répondre à n'importe quel moment. Et si vous avez aussi, c'est pas une mauvaise idée. Ce que nous autres, on va faire, c'est qu'on va passer à travers les questions du test de pratique. Mais si vous avez une idée de genre, mais si la question demandait ça, qu'est-ce que je ferais? N'hésite pas. Parce que, évidemment, le test le test de pratique reflète de très près qu'est-ce que tu vas vivre dans le test. Puis Natacha peut confirmer ça parce qu'elle l'a fait, elle a fait le test. Puis c'est ça qu'elle a remarqué, c'est que c'est exactement les mêmes concepts, c'est juste peut-être les données qui sont différentes ou peut-être le scénario qui est un peu différent. Mais les concepts sont pareils, mais la question pourrait être approchée d'une différente façon. Puis c'est une question sur comment la question pourrait être approchée puis comment on l'attaquerait à ce moment-là. N'hésite pas de demander. Puis nous autres, on va essayer aussi de vous donner des petits trucs puis de peut-être donner différentes façons. Donc, le survol du test, grosso modo, il y a 4 sections. La première section, les 2 premières sections sont les sections de mathématiques, de questions de mathématiques. Section 1, il y a juste 5 questions, puis sont sans calculatrice. Sauf ce qu'il faut savoir, si vous ne le savez pas déjà, c'est que vous n'avez pas le droit d'apporter votre propre calculatrice. Vous n'avez pas le droit de vos propres ressources en tant que feuille de formule, tout ça. C'est tout fourni. Puis je vais essayer de vous montrer un petit peu qu'est-ce que ça a l'air. Mais dans le coin en bas à droite, pendant le test, tu as accès à tes formules et une fois que tu arrives à la section 2 où tu as droit à une calculatrice, la calculatrice est là aussi, donc vous devez le pitonner sur votre ordinateur dans cette calculatrice-là. Okay? Donc, tout est là dans l'ordinateur. Vous avez droit à des feuilles et crayons. Et pour les questions, par exemple, de maths sans calculatrice, vous avez le droit d'écrire puis de les solutionner sur papier avant de rentrer vos réponses. Ce n'est pas nécessairement des maths mentales. Ça peut l'être, mais pas nécessairement. Vous avez le droit d'écrire. Okay? Donc, il y a 5 questions de mathématiques sans calculatrice, 45 questions dans la section 2 qui sont avec calculatrice, la calculatrice qui est fournie. Puis c'est ces questions-là, les dernières 23 de ces questions-là que nous allons faire ce soir. Section 3, c'est 21 questions de pédagogie qui ne sont pas des questions mathématiques. C'est de la pédagogie en général que vous avez appris lors de votre formation. Et la section 4 n'est pas évaluée, c'est simplement un sondage avec beaucoup de questions, mais je pense que ça aide justement à guider l'OQRE ainsi que la FEO sur comment aller de l'avant puis améliorer la formation pour les profs. Réussite du test, il faut réussir 70% pour section 1 et 2 combinées. Donc, il y a 50 questions, il faut avoir 35 sur 50 et 70% sur la section 3, donc minimum de 15 sur 21 questions de bien dans cette section-là. Donc, ça permet quand même une marge d'erreur qui devrait sécuriser. Si tu arrives à une question puis tu te dis « je n'ai aucune espèce d'idée », puis tu essaies d'utiliser ta logique, puis tu essaies d'estimer, mais tu n'arrives pas à trouver la réponse, ne cassez-vous pas la tête, ne perdez pas trop de temps sur une question, vous avez une marge d'erreur. Okay? Donc, ça, c'est un des conseils vraiment importants. Vous avez 3 heures, c'est quand même beaucoup de temps, mais ça équivaut à 2,4 minutes par question. Il y a des questions qui vont vous prendre 30 secondes, d'autres qui vont vous prendre un petit peu plus de temps. Si une question te prend plus que, Natacha, tu peux me dire si tu serais d'accord, si une des questions difficiles te prend plus que 4 ou 5 minutes, laisse-la. Just let it go.
parce que là, tu risques de perdre du temps. Puis ça augmente le stress, puis c'est la dernière chose qu'on a besoin. Il y a assez de temps dans le test, mais dose ton temps. Je ne vais pas passer beaucoup de temps là-dessus, mais je voulais vous donner quelques petits heads-up. Il y a 3 dans la section mathématiques. Il y a 3 sections, où il y a 3 domaines majeurs. Le premier domaine, c'est le sens du nombre, donc les décimaux, les fractions, addition, soustraction, multiplication, division, les puissances, ainsi de suite. Dans le domaine de sens du nombre, il y a 16 questions sur les 45. Non, sur les 50, excuse. C'est au total. Donc, assez. Relation et raisonnement proportionnel, il y a 27 questions. C'est plus que la moitié des questions qui sont en relation et raisonnement proportionnel, qui veut dire que tu veux, en te préparant pour le test, si tu vas consacrer du temps dans un domaine, c'est dans ce domaine-là que tu veux probablement consacrer du temps. Et ça donne que c'est aussi souvent le domaine où on a des défis. Donc, c'est résoudre des équations, comme je vais juste lire quelques-unes ici, de premier degré, donc des fonctions affines. Comment interpréter un tableau de données ou un graphique de fonctions affines. Comment trouver une pente, ainsi de suite. Comment l'appliquer dans un problème réel. Les relations, les fractions et les décimaux, ainsi que les pourcentages. On va faire quelques problèmes de pourcentage, puis vous donner quelques petits trucs là-dedans. Puis les rapports, proportions, ainsi de suite, beaucoup de problèmes là-dedans. Donc, on va en résoudre plusieurs qui sont dans ce domaine-là. Et le dernier domaine, c'est le domaine de mesure. Donc, ça, c'est nos périmètres R et volume des formes et des figures, ainsi de suite. Il y a seulement 7 questions là-dedans. Donc, sur 50 questions, il y en a juste 7 qui sont mesures. C'est vraiment une minorité du test. Donc, je voulais juste que vous voyez ça. Pour la composante pédagogie, il y a 3 documents de base d'où sont tirées les questions. Le premier, c'est faire croître le succès. Deuxième, c'est l'apprentissage pour tous. Et le troisième, c'est le curriculum de l'Ontario. Comme vous pouvez voir, il y a 9 questions qui sont tirées de faire croître le succès, 9 questions tirées de l'apprentissage pour tous et seulement 3 questions du curriculum. Je sais qu'il y a souvent des profs qui se demandent, ben, je ne sais pas quelle année je vais enseigner, est-ce qu'il faut que je connaisse le curriculum au complet? Non, vraiment pas. Il y a juste 3 questions, puis les chances sont très bonnes que tu vas connaître la réponse. Il y a quand même assez de logique dans ce domaine-là. Puis en plus de la logique, il y a aussi un petit peu le vocabulaire, le langage, si tu peux comprendre un petit peu les buzzwords, puis le langage. Dans ces documents-là, tu es bonne. Donc, ça, c'est cette section-là. Nous autres, ce soir, on ne va pas passer de temps là-dessus. C'est vraiment juste question de le lire, de te l'approprier, de le comprendre. Puis, tu ne devrais pas avoir de problème dans cette section-là. Mais ne le néglige pas en te préparant parce que c'est quand même, si tu ne réussis pas 15 sur 21 questions, tu dois refaire le test au complet, incluant la partie mathématique. So, soyez prêts pour cette partie-là. Est-ce qu'il y a des questions à date par rapport à tout ça? Je ne veux pas aller trop vite, puis s'il vous plaît, si je commence à aller trop vite ou si je manque des bouts, n'hésitez pas de me le dire puis de me poser des questions. Est-ce qu'il y en a à date? OK. J'ai la flèche jointe et ça ne fonctionnait pas. Donc, OK. Je ne sais pas. OK. Je vais supposer que ce n'était pas une question, ça. Donc, pour ce soir, ce qu'on va essayer de faire, c'est de faire suite à ce que Natacha a déjà fait. Donc, Natacha est une nouvelle enseignante, mais c'est une nouvelle enseignante qualifiée en maths. Elle était une excellente élève en passant et elle est une très, très bonne prof, super dynamique, connaît sa matière. Donc, moi, je ne vais pas réinventer la roue. Ce qu'elle a déjà fait, c'est là. Donc, c'est sur le site de la FEO. Puis, j'ai inclus des liens directs à ces 2 vidéos de ces 2 sessions. Donc, la première session,
Du 26 mai, elle a fait le survol du test, les 5 questions de section 1 et les questions 1 à 12 de la section 2. Et dans sa session du 9 juin, elle a fait les questions de 13 à 21 de la section 2. Donc, nous autres, on va partir de là, puis on va essayer de compléter le reste. Il y en a certaines que je vais essayer de passer rapidement parce que dans 1h30, 23 questions, c'est quand même beaucoup. Mais on peut s'arrêter à n'importe quel moment s'il y a des questions, sans hésitation. OK? Mais donc, l'idée ici, c'est que par la fin de ce soir, il va y avoir 3 vidéos qui vont faire le tour complet de toutes les questions du test de pratique. Puis, si vous comprenez les concepts, vous êtes capable de les résoudre et comprendre pourquoi les réponses sont ce qu'elles sont, vous allez être prêt. C'est ça l'idée pour la composante mathématique. Donc, je vous encourage fortement à aller voir les 2 vidéos des 2 sessions à Natacha. OK. Puis chaque fois que je clique, ça fait ça. On va essayer de... Puis là, ça va faire ça. OK. Là, on avance. All right. Donc, c'est ça qu'on fait aujourd'hui. Je vais continuer la méthode à Natacha d'utiliser un Jamboard. Donc, Jamboard, c'est une des applications de Google, de la suite Google. Puis, dans notre conseil, on utilise la suite Google. Donc, ce que c'est essentiellement, c'est un tableau blanc, un whiteboard, où on peut écrire. On peut aussi inviter les élèves à nous joindre et à résoudre des problèmes. On fait souvent ça. Ça fonctionne très bien. C'est simple, très, très simple, mais ça fonctionne bien. Donc, 2, 3, OK. On va reculer. Puis, donc, la dernière question que Natacha a réussi à compléter dans sa dernière session était celle-ci, qui demandait la suite, donc le 7e terme d'une suite. Donc, nous autres, on va continuer, puis on va faire celle-là. Et on va juste procéder, mais s'il vous plaît, jump in si vous avez des questions. Wow! OK, donc la question ici demande quelle fraction équivaut à 8 puis ici, il y a différentes façons, puis vraiment important aussi à savoir, il y a toujours plus qu'une façon de résoudre un problème de mathématiques, puis n'hésitez jamais d'utiliser la méthode qui est la plus logique pour vous. Okay? Donc, 8 donc les pourcentages, ça gêne parfois le monde. Mais si tu te rappelles qu'un pourcentage est simplement une division, donc 8 c'est la même chose que dire 8 sur 100 ou 8 divisé par 100. OK? Et ce qu'on veut savoir, c'est qu'est-ce qui équivaut à 8 Donc, qu'est-ce qui équivaut à 8 sur 100? Puis, on peut les faire, si on les regarde un après l'autre, 2 sur 25. Bien, 2 sur 25, si je multiplie le numérateur et le dénominateur, les deux par 4, je remarque que ça me donne 100, c'est ça que je veux, un dénominateur commun, et ça me donne 8. Donc, on vient de trouver la bonne réponse juste en faisant essai-erreur. Ça donne juste que c'est A. Donc, c'est la bonne réponse. Mais si on voulait voir, OK, ben, est-ce que c'est possible que B, C ou D soit la bonne réponse? Bien, pour aller de 20 à 100, parce que si on veut voir qu'est-ce qui équivaut, bien là, il faudrait faire x 5. Et là, donc, si on le fait en haut, il faut le faire en bas, et vice-versa. Donc, ça serait 10 sur 100 ou 10 %. Donc, ça ne peut pas être ça. 1 sur 8. OK? Donc, une façon qu'on pourrait résoudre ceci, c'est de se demander, puis Natacha, si toi, tu as une autre façon, ce n'est pas, je t'inviterai absolument à nous le montrer, mais moi, quand je vois ça, je me dirais, OK, 8 sur 100 serait quoi sur 8? Puis, une des stratégies qu'on peut utiliser pour résoudre beaucoup de problèmes de proportion,
c'est justement la méthode du croisé. Donc, lorsque on a nos deux dénominateurs, puis on veut savoir qu'est-ce qui va là, ce qui est en diagonale, on le multiplie et on le divise par ce qui reste. Donc, ce serait 8 fois 8, qui est 64, et divisé par 100, qui serait 0,64. Donc, ça veut dire que pour être équivalent à 8 %, ça serait obligé d'être 0,64 sur 8 et non 1 sur 8. Donc, ça ne peut pas être ça. Natacha, est-ce que toi, tu aurais une autre méthode pour celle-là? Oui. Moi, une autre méthode que je regarderais, parce que si on s'en souvient, à ce point-ci, on a le droit de notre calculatrice. Et comme des fractions sont déjà des divisions, qu'est-ce que tu peux faire aussi, c'est que tu peux juste diviser le top du bas. Donc, si tu fais 2 divisé par 25, ça va te donner 0,08. Et là, après ça, tu peux continuer avec toutes les autres. 2 divisé par 20, ça va te donner 0,1. Puis après ça, ton 1 divisé par 8, tu vas voir que ça ne va pas être proche du tout. Ça va être quelque chose d'un peu plus compliqué. Et la même chose avec 8 divisé par 10. Et là, après ça, si tu sais que 8 %, c'est 8 sur 100 ou 0,08, là, tu peux juste voir la décimale qui est pareille. Qui est une autre stratégie si celle-là t'interpelle un peu plus. C'est à vous. Bien, puis merci Natacha, tu as absolument raison parce que moi, je n'ai même pas pensé à une méthode aussi directe. C'est très logique et c'est très simple. Puis n'hésitez jamais d'utiliser une méthode simple. Donc, tu as absolument raison. Donc, c'est ça. Donc, ça, c'est notre bonne réponse. Puis, c'est ça. Puis, cette méthode de croisée-là, moi, je vais l'utiliser. Je l'utilise beaucoup parce que ça s'applique dans bien des situations. Donc, ce serait ça. Y a-t-il des questions pour cette question-là? OK, prochaine. OK, donc ici, on a un problème de graphique et de fonction affine. Une fonction affine, c'est juste pour donner une petite définition, c'est une fonction, donc un graphique, qui crée une ligne droite. OK? Elle a toujours la forme de y est égal à mx plus b. On n'a pas besoin de connaître ceci ou de résoudre avec ceci dans ce problème-ci. Okay? C'est vraiment pas nécessaire. Donc, on va résoudre le problème. S'il y en a qui ont des questions par rapport aux fonctions affines, puis comment résoudre, comment trouver M, qui est la pente, ou comment trouver B, qui est l'ordonnée à l'origine, s'il vous plaît, posez-les à la fin. Donc, quand je lis cette question ici, 4 magasins embauchent du personnel pour livrer des dépliants. Chaque magasin offre un salaire différent par dépliant livré. Les points sur ce graphique représentent le salaire offert par chacun des magasins pour la livraison d'un certain nombre de dépliants. Donc, on a le nombre de dépliants sur l'axe des X et le salaire sur l'axe des Y. Il y a seulement un point pour chacun au lieu d'avoir un graphique, mais on peut s'entendre, premièrement, si tu vends 0, tu vas recevoir 0. Donc, on sait que toutes les pentes, peu importe quel magasin, ça va commencer à 0, 0. Puis là, ce qu'on veut savoir, c'est quel magasin offre 45 $ pour la livraison de 450 dépliants. Bien, on peut simplement ajouter ce point-là au graphique et voir quelle droite que ça donne. Donc, 450 dépliants, c'est ici, et 45 $, c'est ici. Si je rejoins mes deux lignes ici, OK, puis, oh boy, j'ai vraiment besoin d'une règle. Ça là, oh boy, comme prof de maths, c'est ça qui arrive avec une tablette puis pas de papier. OK, on va faire semblant que c'est une ligne droite. Ces lignes-là que je viens de dessiner, ce n'est pas les droites. C'est juste notre façon de trouver notre point. OK, donc ça, c'est le point. Puis je veux jusqu'au point là où je veux effacer ça parce que ça me fait mal aux yeux. Okay? Donc, ce point-là représente simplement ce scénario de 450
dépliants pour 45 $. Sachant que 0 à 0 dépliants, je reçois 0 $. J'aimerais bien ça faire une ligne. Y a-t-il moyen de faire une ligne droite? Je ne sais pas, dans Jamboard, s'il y a moyen. Malheureusement pas. C'est le Oh plus my grand God. défaut de Jamboard. D'habitude, j'utilise Explain Everything qui permet beaucoup plus, mais c'est quand même un peu plus complexe. But je vais essayer. So, si on rejoint... Hey, voyons donc, qu'est-ce que j'ai fait là? Si on essaie de rejoindre notre 0 à notre point, oh boy, si c'était une ligne droite, on remarquerait que ça croise W. Donc, 450 dépliants pour 45 $, c'est essentiellement 1 $ pour 10 dépliants. Puis on voit que magasin W pour 150 dépliants donne 15 $, qui est 1 $ pour 10 dépliants. Donc, tu peux aussi utiliser ta logique. N'hésitez pas d'utiliser votre logique. Vous n'êtes même pas obligé de dessiner dans le graphique pour le résoudre nécessairement si vous pouvez résoudre de cette façon-là. Donc, c'est ça. Ce serait magasin W. Une des erreurs peut-être serait de dire, OK, 450 dépliants, oh, regarde, à 450, il y a magasin Y. Et à 45 $, il y a magasin X. Peut-être c'est ceux-là. Mais c'est vraiment important de trouver le point de rencontre de ton X et de ton Y. Ça crée ton point. Et j'imagine que la grande majorité des problèmes dans le test vont avoir une origine de 0,0 s'ils ne le disent pas autrement. Et tu peux créer ton graphique comme ça et voir que justement, c'est magasin W qui offre le même taux de salaire. OK? Y a-t-il des questions? Ou Natacha aussi, n'hésite pas d'ajouter à n'importe quel moment. OK. Puis s'il n'y a pas de questions pour les graphiques, je pense que je vais le laisser là. Malgré que ça... Je pense que toi, tu l'as couvert dans une autre vidéo, right, Natacha? Comment trouver la pente? Oui. Okay. Je pense que je l'ai couvert, je pense dans celle de la semaine passée parce que quelqu'un me l'a demandé. OK. So, parfait. Parce que pour trouver la pente, on fait simplement la variation de Y divisée par la variation de X. Donc, ce serait 450 moins 0 divisé par 45 moins 0 dans ce cas-ci, et ça donnerait 10 comme pente, donc on aurait 10 ici. Et donc, Y est égal à 10X plus, et B, c'est où la droite croise l'axe des Y, puis ça donne que c'est à 0, donc ce serait plus 0. Donc, l'équation de ce scénario-là, de ce graphique-là, c'est simplement Y est égal à 10X. Donc, juste pour répéter ça, parce que c'est sûr que vous aurez besoin de savoir comment calculer une pente dans le test. Okay? All right. Prochaine question. Quelle liste de 4 fractions est en ordre croissant? Première chose à remarquer ici, c'est que les numérateurs sont tous pareils. Donc, heureusement, on n'a pas à faire de calcul. Si c'était différent un petit peu partout, fais la méthode que Natacha a mentionnée tantôt, fais la division. Parce que chaque fraction est une division. Tu ferais 3 divisé par 7, 3 divisé par 14, et ainsi de suite. Whatever que c'est. Mais puisque les numérateurs sont tous pareils, tu n'es même pas obligé de faire ça. Si tu veux les ordonner en ordre croissant, ça veut dire ça va du plus petit au plus grand, ton dénominateur va faire l'opposé, puis aller du plus grand au plus petit. Okay? Donc, si tu veux aller croissant, du plus petit au plus grand, tu veux un numérateur qui va du plus petit au plus gros, mais dans ce cas-ci, ils sont tous pareils, donc ce n'est pas pertinent.
Mais ton dénominateur, tu veux le plus gros chiffre en dénominateur jusqu'au plus petit chiffre en dénominateur, évidemment en ordre. Si on regarde à A, ça augmente, ensuite ça diminue. Donc, c'est sûrement pas ça parce que ça saute un peu partout. Ça ne peut pas être ça. Ici, même chose, ça diminue, ensuite ça augmente. Ça ne peut pas être ça. Puis comme si vous avez écouté d'autres vidéos, comme les vidéos à Natacha, ça a été déjà aussi mentionné, le fait que très souvent dans tes 4 choix, il y en a 2 qui sont non-sens, qui peuvent, comme, ils n'ont vraiment pas de sens. Donc, tu peux réduire au moins l'incertitude en éliminant qu'est-ce qui n'est pas logique. Puis, votre logique est indispensable. Même ceux et celles qui ne se croient pas très bons en maths, vous êtes intelligent, intelligente, vous êtes capable, puis votre capacité de résolution de problème est quand même bonne, même si vous ne pensez pas que ça s'applique aux maths, je vous jure, ça s'applique, ne perdez pas votre logique, elle est là, OK? Puis ça va vous servir. On va de gros chiffres en dénominateur à gros à petit. Puis c'est ça qu'on veut, justement. 3 sur 20, c'est plus petit que 3 sur 14, qui est plus petit que 3 sur 10, qui est plus petit que 3 sur 7. Donc ça, c'est notre réponse. Et ici, vous voyez que ça fait l'inverse. Donc, notre dénominateur, le nombre augmente. Et ça veut dire que la fraction diminue. Donc ça serait en ordre décroissant. Donc, si la question dans le test est quelle liste de 4 fractions est en ordre décroissant, le D serait ta réponse. Mais dans le cas où ça le demande croissant, c'est C qui est ta réponse. OK. Donc, au lieu de demander après chaque question, s'il y a des questions, je vais juste faire une petite pause, puis poser vos questions si vous les avez. OK? OK. So, une des questions de mesure, on vous demande l'aire totale de ce prisme, prisme droit à base triangulaire. Puis, je veux juste vous montrer rapidement, je pense, oh, peut-être. Non, je l'ai changé. Une fois que tu le commences, accéder au test pratique, je pense que je vais prendre 2 secondes juste pour montrer où se trouvent ces informations-là. Donc, dès la section 1, donc je suis dans le test pratique, puis en bas ici à droite, tu vois la feuille de formule et le voilà. Donc, vous avez accès à ça en tout temps et voilà la question. Donc, vous pouvez vous y référer à n'importe quel moment. Ce que ça va vous donner, c'est pour les figures planes, périmètre, les formules pour le périmètre et l'aire, et pour les solides, l'air et le volume. Okay? Donc, c'est simplement question de regarder la question, de l'interpréter. Qu'est-ce qu'on me demande? Dans cette question ici, ce qu'on me demande, c'est l'air, okay? Pas le volume. Puis, faites très attention parce que si tu, par accident, as mal lu la question et tu as calculé le volume, donc tu as appliqué la formule de 1/2 BLH, ce que ça va donner, je l'ai fait le calcul juste pour montrer que, justement, ce serait le cas. Si je peux trouver où j'ai mis ça. J'ai mis ça. Oui. Ça te donne, si tu fais le volume, ça donne 288 cm3. C'est l'option B. Donc, si tu fais l'erreur de calculer le volume, c'est quand même une option. Donc, assure-toi de bien lire la question parce que les mauvaises réponses, les leurres, ils appellent ça, sont logiques, sont suite à des erreurs qu'ils pensent que tu vas peut-être faire. Donc, fais juste assurer que tu le lises comme il faut. Donc, on veut l'air, ce qui veut dire qu'on veut ceci. Donc, ce qu'on a besoin, c'est simplement les 4 parties de l'air de ce prisme-là. Donc, l'air est égal à, puis on va juste le faire section par section. Donc, cette face ici serait 12 fois 10. Allô, oui? Oh, excuse. Je m'excuse.
Mon micro s'est ouvert sans que je ne le sache. Avais-tu une question? Non, non. OK, c'est bon. Merci. OK, donc ça serait 12 fois 10, qui est 120, évidemment. Ensuite, si on fait la base en bas et cette face-là et là, donc ce serait, ben, excuse, on doit les faire séparément. Donc, en bas, ici, ça serait notre 12 fois 8, qui est 96. Ensuite, le dos ici serait 12 fois 6, qui nous donne 72. Et finalement, on a deux triangles. 2 fois 1/2, 6 fois 8. Fois 6 fois 8. Donc, on peut voir que le 2 et le divisé par 2 s'éliminent, mais c'est correct. On va quand même tout l'écrire. Et si on fait ce calcul-là, ce que ça nous donne, c'est 48. Et il faut tout l'additionner. Et ce qu'on trouve que ça donne, c'est 336 cm². Et donc, ça, c'est notre réponse. OK? Donc, c'est vraiment juste question de regarder chaque face et de faire le calcul de façon méthodique. C'est ça. OK, prochaine. Un sac contient 170 billes. Il y a des billes rouges, bleues et jaunes dans le rapport de 9 à 3 à 5. Combien de billes jaunes le sac contient-il? OK, donc ici, on a un rapport. Donc, la première chose qu'on veut faire quand on voit un rapport comme ça, c'est de se dire, OK, on a un rapport de 9 à 3 à 5. Quel est le total? Je veux savoir c'est quoi mon total ici, juste dans le rapport le plus simple. Donc, quand on a un rapport comme ça, additionne chacun des chiffres du rapport, puis ce que ça nous donne, c'est 17. Puis, on peut créer justement un rapport avec ce total-là. Donc, les billes rouges, puis je vais juste mettre un R là, rouge, pour chaque groupe de 17 billes, il y en a 9 qui sont rouges. Bleu, 3 de chaque 17 sont rouges, sont bleus, et 5 de chaque 17 sont jaunes. Puis la question demande les billes jaunes. C'est ceci qui m'intéresse. C'est pour chaque groupe de 17 billes, 5 des billes sont jaunes, mais on en a 170 en total. Moi, j'aimerais montrer deux façons de résoudre celle-ci. La première, c'est de se dire, OK, si par groupement, il y a 17 total dans le rapport le plus simple, mais j'en ai 170, combien de groupements est-ce que j'ai? Puis ça, c'est simplement une division. 170 divisé par 17. Donc, il y a 10 groupements de 17 billes. Et pour chaque groupement, il y en a 5 qui sont jaunes. Donc, je peux simplement prendre ce 10-là, 10 groupements, 5 des billes dans chaque groupement est jaune. Et donc, pour un sac de 170 billes, je vais en avoir 50 jaunes. Ça serait une méthode. Une autre méthode, ma méthode préférée, c'est d'utiliser le rapport et le croisé. De se dire, OK, billes jaunes. Je sais que pour chaque groupement de 17 billes, il y en a 5 qui sont jaunes, mais que mon total est 170. Mais là, je peux utiliser la méthode du calcul croisé. De la multiplication croisée, on fait 5 fois 170 divisé par 17. Donc, 5 fois 170 divisé par 17. Et l'ordre
dans lequel tu fais ce calcul, en effet, n'est pas important, peu importe que tu fais justement fois 170 et divisé par 17. Et ce que tu trouves quand tu fais le calcul, c'est que ça te donne aussi 50. Donc, de deux méthodes différentes, on peut confirmer qu'il y aurait 50 billes jaunes. Natacha, aurais-tu quelque chose à ajouter? Honnêtement, moi j'aurais fait aussi la méthode croisée. Dans ce cas ici, on est très chanceux que c'est un facteur de 10, que ça l'augmente. Donc aussi, si c'est 5 sur 17, moi, en voyant 17 et pensant que je veux 170, j'aurais tout de suite dit, oh, il faut juste tout multiplier par 10 pour le faire des fractions semblables, des fractions équivalentes. Et le trouver mon 50 sur 170. Mais ça, c'est juste à cause que nos chiffres sont beaux puis ronds dans cet exemple ici. Mais les stratégies de TMI vont toujours fonctionner, même s'ils ne sont pas beaux puis ronds. C'est ça. Merci, Natacha. OK. Prochaine question. Après une réduction, le prix d'un article est égal à 65 de son prix initial. OK? Laquelle de ces fractions représente la réduction appliquée? Puis cette question-là, c'est un peu méchant, dans le sens que le chiffre qu'on te donne, c'est le prix que tu vas payer, mais la question demande la réduction. Donc, notre instinct, c'est de dire, OK, 65 puis de trouver l'équivalent de 65 dans les réponses. Puis remarquez que, est-ce qu'elle est là? Oui, elle est, attends une minute. 13. Elle doit être là. C'est pas là, c'est pas ça. C'est pas ça. Ah, c'est même pas là. OK, bien, c'est pas si méchant que ça d'abord. Ça me surprend. OK. Donc, la réduction, si on paye 65 du prix initial, ça veut dire que la réduction, c'est la différence. Donc, 100 du prix initial, moins 65, ce que tu payes. Donc, la réduction est de 35 Puis ici, donc, on ne nous donne pas le pourcentage, on nous donne une fraction. Donc, on doit être capable de convertir. Puis j'ai remarqué dans le test de pratique qu'il y a beaucoup de questions qui exigent que tu puisses convertir entre pourcent, décimal et fraction et vice-versa dans toutes les directions. Donc, on sait qu'on a besoin de 35 OK? Qui est la même chose que dire 35 sur 100. Et on peut simplement simplifier ça. Quelle fraction à gauche, ici dans les choix, est équivalent à 35 sur 100? Si je simplifie ça le plus possible, bien, je vois tout de suite que je pourrais diviser par 5, haut et bas. Et ça me donnerait 7 sur 20. Et justement, c'est une de mes options. Donc, ça, c'est une option. L'autre option, encore une fois, comme Natacha l'a dit tantôt, tu sais que c'est 35 Donc, 35 sur 100, qu'est-ce que ça donne? 0,35, évidemment. Donc, qui est égal à 0,35. Fais ces divisions-là. 6 divisé par 10 va te donner 0,6. C'est pas ça. 7 divisé par 13 ne va pas te donner 0,35. 7 divisé par 20 va te donner 0,35. 3 divisé par 10 va te donner 0,3. Donc, en faisant simplement le calcul, en le pitonnant, tu le trouves. Mais si tu veux une méthode papier-crayon sans calculatrice, c'est simplement question de simplifier ton expression, donc ton pourcentage en fraction. OK? 17. Sacha a 4 chemises jaunes, 10 chemises grises et 7 chemises rouges dans son placard. Quel est le rapport des chemises rouges aux chemises grises dans son placard? Ici, il n'y a pas de calcul à faire. Je pense que c'est juste question ici de te rappeler que l'ordre dans un rapport est vraiment important. On vous présente
le rapport dans un certain ordre, 4, 10, 7, mais on vous demande le rapport dans un ordre différent. On vous demande les rouges en premier et les grises en deuxième. Donc, c'est de 7. Le rapport, c'est de 7 rouges à 10 grises. Ça doit être B. Ça ne peut pas être C. OK? L'ordre est important. Puis c'est juste ce concept-là que je pense qu'il veut que vous sachiez, c'est que l'ordre est important dans un rapport. Tu ne peux pas juste les inverser parce que ça change le sens. OK. Oups. 18. Le parallélogramme ci-dessous sera découpé en 2 triangles congruents. Quel est l'aire de chaque triangle? Donc, un parallélogramme, j'ai fait juste un screenshot de la partie des équations qui vous donne périmètre et aire d'un parallélogramme. Un parallélogramme, heureusement, l'aire est simplement, parce qu'on demande l'aire est simplement base fois hauteur. Ici, remarquez qu'on vous donne cette donnée ici, votre diagonale. À quoi ça sert? Absolument rien. Tu n'en as pas besoin. Tu as seulement besoin de la base de 12 fois la hauteur de 11. Donc, 12 fois 11. Donc, ça, c'est l'aire du parallélogramme. Donc, qui te donne 132. OK? Mais, on découpe ça en 2 triangles congruents. 2 triangles congruents veut dire c'est 2 triangles identiques. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on a coupé le parallélogramme comme ça, puis on a créé triangle 1 et triangle 2. Puis on veut simplement savoir quelle est l'aire de chacun. Et puisque les triangles créés sont congruents, ça veut dire que l'aire de chaque triangle est la moitié de l'aire du parallélogramme au total. Donc, on peut simplement prendre notre 132, le diviser par 2 et ça nous donne 66 mètres carrés. Et donc, ce serait A, notre réponse. Donc, c'est ça. Puis parfois, le défi, c'est dans l'interprétation de la question, mais cassez-vous pas la tête là-dessus. Utilisez encore une fois votre logique. Qu'est-ce qui serait logique? Si ce n'est pas évident pour toi, qu'est-ce qu'on veut dire par triangle congruent? Ben, ils ne vont pas te demander quelque chose de bizarre. Coupe-le en 2. Puis fais juste le résoudre de la façon qui est la plus logique possible. Parce que ça va être ça. Ils n'essaient pas de nous truquer avec ce test. Ils veulent juste tester les connaissances, les compétences, c'est tout. OK. All right. 19. Raj achète 3 peintures de même coût pour un total de 750 €. Au moment de son achat, 0,68 € équivaut à 1 $ canadien. OK. Donc, première chose qu'on veut savoir, puis la question demande quel est le coût d'une peinture en dollars canadiens. Donc, on a 2 étapes ici. Première, c'est quoi le coût d'une peinture en euros? Puis je pense que tout le monde peut voir que si 3 peintures coûtent 750 €, bien, une peinture va simplement être 750 divisé par 3. Donc, une peinture va coûter 250 €. Le défi de cette question, c'est de traduire en dollars. Puis, encore une fois, moi, je vais utiliser la méthode du croisé parce que je sais que 0,68 €, puis je vais écrire les unités ici parce que ça m'aide à ne pas faire d'erreur. Donc, 0,68 € équivaut à 1 $. Je veux faire l'équivalence ici. Je sais que j'ai 250 €. Puisque j'ai euros en haut ici et dollars en bas, quand je fais mon équivalence, c'est la même chose. Les euros vont en haut, les dollars vont en bas. Et donc, c'est une façon que je peux calculer combien de dollars. Ce qui est en diagonale, on multiplie. Donc, c'est 1 fois 250.
et divisé par ce qui reste. Donc, divisé par 0,68. Et ce que ça me donne, c'est 367,65 $. Donc, ça doit être ça. Je pense qu'un des défis parfois dans un problème comme ça, c'est de savoir, ben, est-ce que je multiplie ou est-ce que je divise? Right? Puis par quoi? Puis c'est pour ça que j'aime tellement cette méthode-là, parce que pourvu que tu mets tes unités à bonne place, euro en haut, dollar en bas, et tu sais que la diagonale est toujours multipliée et tu divises par celui qui reste, tu ne peux pas te tromper. Donc, c'est une méthode mathématique qui est logique, mais qui est aussi une méthode que même si pour toi le problème n'est pas logique, tu peux quand même résoudre. Ceux qui attaquent ce problème-là logiquement vont se dire, puis ça, j'encourage beaucoup, cette partie-là, tu sais que chaque peinture coûte 250 €, puis que 1 $ canadien équivaut à 0,68, okay, soit un peu plus que 2/3 d'un dollar, ben combien de dollars canadiens? Logiquement, je sais que ça doit être plus que 250. Ma réponse doit être plus que 250 €. Donc, tout de suite, on peut éliminer A et B. Et D, ben ça, c'est beaucoup plus. Donc, ça, c'est même pas logique. Donc, juste en appliquant une logique, tu devrais avoir une idée que ça devrait être C, mais en faisant justement l'équivalence et le croisé, tu peux te le confirmer. OK. Bon, dernière diapo de ce Jamboard ici. Quelle décomposition représente le nombre 7 061 401? Je pense ici, il cherche simplement que tu fasses une erreur d'inattention. Donc, quand tu fais ton breakdown, prends le temps de faire le breakdown. C'est 7 millions. OK, 7 millions. 60, tes 10 000, c'est 60 000. Tu n'as pas de 100 000. OK? Donc, tu n'as pas de 100 000. Donc, ça ne peut pas être lui. Tes 1000, c'est 1 000. OK? Puis, en passant, on a pu aussi, juste dès le début, éliminer C et D. Parce que notre 7, c'est les millions. Donc, on n'a même pas besoin de finir, mais si on voulait, ce serait 400. Il n'y a pas de dizaines et il y a une unité. Puis donc, juste pour aussi être complet, parce qu'il n'y a pas de 100 000, on pourrait mettre des zéros là si on voulait vraiment. Mais donc, mais évidemment, on ne les écrit pas parce que c'est des zéros. Donc, ça, c'est notre décomposition. Puis c'est juste question de le suivre et de prendre le temps de le faire. Questions ou commentaires ou quoi que ce soit à rajouter ou à... C'est bon? Natacha? Moi, j'aurais honnêtement fait exactement la même chose. OK, parfait. All right. OK, on va procéder. Il nous reste 15 questions. On va tenter de les compléter. Je pense qu'on va être capable parce qu'on avance vraiment vite. OK, donc on est dans le Jamboard. Puis, Natacha, pourrais-tu me dire, est-ce que, parce que, non, OK, c'est la vidéo, les participants vont avoir accès aux vidéos, mais ils n'auront pas accès au Jamboard, si je comprends bien. Oui, ils auront accès au Jamboard. Ils auront accès au Jamboard? OK, parfait. Et y a-t-il moyen qu'ils aient accès à la Google Présentation avec tous les liens? Oui. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? C'est que moi, je vais prendre tous les liens de toi à la fin. Et après ça, tous les participants qui étaient enregistrés pour la session, là, Lindy, elle envoie genre un paquet de liens, un peu comme ce que moi, je t'ai envoyé la semaine passée. On accumule tous les liens et après ça, on met ça avec les vidéos. Parfait. Super. OK. Awesome. OK. Donc, oups. Je devrais commencer à 1.
So, Natacha, c'est elle qui a créé ça. Donc, merci, Natacha. Elle a fait tout le legwork à l'avance. Donc, elle a fait des screenshots, justement, des équations. Donc, ça, c'est diapo 1. Diapo 2, prochaine question. Voici les 4 premiers termes d'une suite. La suite diminue de manière constante. Quel est le 9e terme de cette suite? Donc, puisque c'est une suite, puis ça diminue de manière constante, ce qu'on veut savoir, c'est quelle est la différence par combien, oh, qu'est-ce que tu fais là? Par combien est-ce que ça diminue chaque fois? Donc, si on fait ça, 1683 moins 1598, on voit que la différence est de 85 et ça devrait être pareil pour chacun. Donc, si on fait ça, 1598 moins 1513, on voit bel et bien que c'est 85 et encore, ça fait 85. Donc, si on continue, puis je l'ai fait à l'avance ici, sachant que ça diminue par 85 chaque fois, j'ai terme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et on veut connaître la 9e. Donc, notre terme numéro 5, où est-ce que j'ai mis ça? Okay, notre terme numéro 5 va donner, son 1428 moins 85 va donner 1343, moins 85 va donner 1258, moins 85, 1173, moins 85, 1088. Natacha, tu as tellement une plus belle écriture que moi. Moins 85 donne 1003 et donc notre 9e terme serait 1003. Ça, c'est la façon un petit peu longue à le faire. Pour ceux et celles qui veulent se sauver du temps et pour qui c'est logique de le faire, aussitôt que tu sais que ça diminue de 85, tu peux simplement prendre ton premier terme, 1683, moins 85 fois le nombre de fois que ça diminue. Donc, de terme 1 à terme 9, ça diminue 8 fois. Il y a 8 soustractions. Donc, c'est simplement ça. Donc, ça serait 1683 moins, puis je l'ai fait à l'avance, ça là, 680, qui nous donne 1003. Donc, même réponse qu'en haut. Donc, on peut confirmer que c'est ça, bel et bien la réponse. Votre choix, quelle méthode que vous voulez prendre, mais quand ça diminue d'un taux constant, ça, c'est une option. OK. Prochaine question. Lequel de ces nombres n'est pas plus petit que 752 928? Moi, je regarde une question comme ça, puis je me dis tout de suite, moi, je change la question parce que le double négatif induit en erreur, puis je pense qu'il compte sur ça. Élimine un peu l'incertitude, puis change la question parce qu'une autre façon de dire lequel de ces nombres n'est pas plus petit que est de dire est plus grand que. Puis je pense que c'est juste plus facile pour notre cerveau à aborder. OK, il y en a juste un ici qui est un chiffre qui est un nombre plus grand que 752 928. Donc, si on les regarde un après l'autre, 750, bien, premièrement, si on les regarde vite fait, C et D, tu veux regarder à tes 1000 en premier. 752, 749, ça, c'est moins. Ça ne peut pas être ça. 749, ça ne peut pas être ça. 752, 752, OK, ça pourrait être A ou B. Puis là, ce qu'on a besoin, c'est quelque chose qui est plus grand que le 928. Bien, 919, c'est plus petit, ça ne peut pas être ça. 931, oui, c'est plus grand que 928. Donc,
à le 752 931 est plus grand que 752 928. Dans quelle représentation les 2/5 des carrés sont-elles ombrés? Donc, 2/5 voulant dire pour chaque 5 cases, 2 sont ombrés. Donc, dans chacun des choix, chacune des options de réponse, il n'y a pas 5 carrés, il y en a 15. Mais on veut 2/5. So, moi, je veux juste, on va le faire de deux façons. On va le faire de façon logique visuelle, puis on va aussi le faire de façon avec nos proportions. Donc, si c'est 2/5 ombrés que j'ai besoin, mais j'ai 15 cases, qui est le cas dans mes réponses, combien de cases doivent être ombrées pour respecter le rapport, pour respecter cette fraction? Hein? 2 fois 15. Oups. Divisé par 2. 5. Oh my God. Divisé par 5. OK. Égale 6. Donc, dans mes images, 6, je devrais chercher celui qui a 6 cases ombrées. Donc, selon cette méthode ici, ce serait D. Si on le fait, par contre, logiquement, OK, ben j'ai 3 rangées de 2, ou excuse, de 5, OK, puis 2 de chaque 5 doivent être ombrés. Bien là, j'ai 2 de 5 qui sont ombrés dans la première ligne de A, mais aucun autre. Ça ne peut pas être ça. Ici, j'en ai 1 de 5, 2 de 5, 1 de 5, pas assez. Ça ne peut pas être ça. Ici, j'en ai 3 de 5, 2 de 5, puis aucun de 5. Ça n'équivaut pas à une moyenne de 2 de 5. Ça ne peut pas être ça. Mais si je prenais, par exemple, visuellement, cette case-là, puis je la déplaçais là, je verrais que j'ai 2, 2 et 2. Et donc, visuellement, je peux voir aussi que D donne 2/5. OK, on va continuer juste pour ne pas manquer de temps. Un train part de la gare et doit parcourir 486 km. Le train maintient une vitesse de 120 km/h. Après avoir roulé pendant 3 heures et 15 minutes, quelle distance reste-t-il au train à parcourir? OK, donc on sait que notre total est de ça. Première chose qu'on veut savoir, c'est dans les 3 heures et 15 minutes, combien de distance est-ce qu'il a parcouru? Pour ceux qui sont habiles en maths, vous allez peut-être vouloir vous créer une équation et le résoudre avec une équation. On peut faire une équation de vitesse égale à distance divisée par temps ou autre chose. C'est bien beau. Si tu veux faire ça, ça fonctionne. Mais tu peux aussi l'attaquer de façon logique et te dire, OK, j'ai 3 heures et 15 minutes. Après 1 heure, j'aurai parcouru 120 km. Puis, vous avez le temps de faire ceci. Donc, n'hésitez pas. Après 2 heures, tu aurais parcouru le double, 240 km. Après 3 heures, tu aurais parcouru 360 km. 15 minutes équivaut à 1/4 d'une heure. Donc, si on peut parcourir 120 km dans 1 heure, on va être capable de parcourir 1/4, donc 1/4 de 120 km en 15 minutes. Et 1/4, c'est simplement 1/2, 2 fois. Donc, la moitié de 120, c'est 60 et la moitié de 60, c'est 30. Donc, dans la dernière 15 minutes, on va avoir parcouru un autre, plus 15 minutes, un autre 30 km pour un total
de 360 plus 30, donc 390 km. Étant donné qu'on a 486 à parcourir, on aura parcouru 390. Ce que ça nous laisse, c'est 96 km qui restent à parcourir. Donc, remarque que la première donnée qui est donnée dans le problème est la dernière qu'on utilise dans le calcul. Puis ça peut arriver assez souvent. N'hésitez pas de mettre une donnée de côté jusqu'à temps qu'elle soit utile. Parce que la chose la plus importante dans ce problème ici, c'est de se dire, OK, avec le temps qui est écoulé, combien de distance est-ce que j'ai parcouru? Puis je vais seulement faire la soustraction avec ce qui reste à la toute fin. Question? OK, on continue. Quelle est la valeur de 3 quarts plus 6 moins 1 quart? All right, ici, parce qu'on parle d'addition et soustraction de fractions, il faut absolument toujours avoir un dénominateur commun. Si c'est une multiplication ou division de fractions, on n'a pas besoin de dénominateur commun, mais puisque c'est addition et soustraction, on doit avoir un dénominateur commun. Puis, il y a différentes façons de trouver le dénominateur commun. Dans ce cas-ci, je pense que c'est assez évident parce qu'on en a 2 qui ont 4. Donc, on a 3 quarts plus 6. Je veux juste je vais le faire en bas ici. 6, c'est la même chose que 6 sur 1. Lorsqu'on a un numéro, n'importe quel nombre, qui n'a pas de dénominateur, ça veut dire que son dénominateur, c'est 1. Puis, on sait que si on veut créer une fraction où on augmente le dénominateur, ou si on, peu importe qu'est-ce qu'on cherche, on peut multiplier. Nous autres, on veut arriver à un dénominateur de 4, donc 1 fois 4. Évidemment, c'est 4, mais puisqu'on le fait en bas, il faut le faire en haut, et donc, ça nous donne 24 sur 4. Et on peut prendre ça et le rentrer dans notre calcul, donc 3 quarts plus 24 quarts moins 1 quart égale à quoi? Donc, notre dénominateur ne change pas, ça reste 4, et on fait simplement l'addition et soustraction. 3 plus 24 donne 27, moins 1 donne 26, et donc, notre réponse, c'est 26 quarts, qu'ils n'ont pas simplifié. Ça m'a surpris un petit peu quand j'ai vu ça, qu'ils ne l'ont pas simplifié. Ils auraient pu le simplifier pour donner 13 demi, mais ils ne l'ont pas fait, donc ça doit être lui, ça ne peut pas être lui, ou lui, ou lui. Okay? Donc, c'est simplement ça. Prochaine. Lequel des tableaux suivants comprend une fraction, un nombre décimal et un pourcentage équivalent? Comme on l'a dit tantôt, ils vont vouloir que tu sois capable de transitionner entre un et l'autre facilement. Donc, sachant qu'on va commencer avec le pourcentage, on sait que pourcentage veut dire divisé par 100. Donc, si on fait 45% divisé par 100, c'est la même chose que quand tu divises par 100, c'est comme reculer ta virgule 2 fois. Donc, ça donne 0,45. Donc, à date, notre décimale concorde avec notre pourcentage. 15%, ça serait, recule ta virgule 2 fois, 0,15. Et oui, ça concorde. Donc, oui et oui. 3%, donc 3 divisé par 100. Ça ne donne pas 0,3, ça donne 0,03. Donc, ça ne concorde pas. Donc, déjà là, on peut éliminer celle-là. Ici, 5%, 5 divisé par 100 égale 0,05. Encore une fois, ne concorde pas, on peut éliminer celle-là. Donc, on a maintenant seulement 2 options.
Maintenant, on veut savoir lequel concorde avec sa fraction. Le premier, 45, hein, c'est si on revient à notre pourcentage, 45 sur 100, est-ce que ça équivaut à 4 sur 5? Pour aller de 100 à 5, on diviserait par 20, ça ne donnerait pas 4. Donc, ça ne fonctionne pas. Puis encore une fois, pour vous sauver du temps, faites juste faire la division, puis vous allez remarquer que ça ne fonctionne pas. 4 divisé par 5 va donner 0,2. Ça donne, ça va donner 0,8. Ça va donner 45. Ça ne marche pas. Tandis que lui, 15 sur 100, 3 sur 20. Et si je divise par 5 et je divise par 5, qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne 3 sur 20. Et oui, ça équivaut. Et donc, notre réponse doit être B. Okay. Le temps file bien trop vite quand tu essaies de faire beaucoup de problèmes. Hein? Holy moly. OK, 3 élèves colorient les cases différentes d'une grille de 10 cases par 10 cases. OK, donc on peut s'imaginer 10 par 10. Donc, l'aire ici serait de 100 cases. Corey colorie 0,71 des cases de la grille qui est équivalent à 71 sur 100. OK, 71%. Et donc, étant donné qu'on a, et ça ne sera pas exact, là, mais juste pour donner une idée. Donc, ça veut dire que des 100 cases, il y en a 71 qui sont coloriées par Corey. 19%, donc 19 des 100 sont coloriés par Nabil, donc 19. Et 2 sur 25, donc 2 sur 25, mais on en a 100, donc même méthode qu'avant, 100 fois 2, c'est 200, divisé par 25 égale 8. Donc, 8 cases sont coloriées par Sydney. Et si on fait ce total-là, on trouve que ça donne 98 cases qui sont coloriées. Et donc, seulement 2 cases non coloriées. Remarque que, qu'une des options, c'est 98% parce qu'ils savent que tu vas calculer combien de cases sont coloriées, tu vas voir que c'est 98, tu vas voir ton 98, puis si tu n'as pas lu comme il faut la question, c'est très facile de choisir D pour te sauver du temps. Donc, c'est là où, si tu peux te sauver du temps dans tes calculs, super, mais n'essaie pas de sauver du temps dans la lecture puis l'interprétation de la question. So, 2 cases sont non coloriées qui équivaut à 2% parce qu'il y en a 100, donc ce serait B. Ce n'est pas A parce que 0,2 égale à 20%, pas 2%. OK? So, faites attention là. Et évidemment, ce n'est pas une demi parce que ça serait 50 cases. OK, prochaine. Un camion rempli Oh boy, OK. On a... C'est mon chien, ça? On a des voisins qui prennent une petite marche dehors, puis mon chien se pense tough. Dexter! Oh my God, c'est un gros bébé. Mais il se pense tough. OK. OK, le bac a la forme d'un prisme rectangulaire. Donc, le camion verse 40 mètres cubes de sable dans le bac. Puis, combien de plus est-ce qu'il faut? So, un peu la même idée ici. Il faut calculer son volume total en premier. Ensuite, soustraire qu'est-ce qui est déjà dedans. Le volume d'un prisme rectangulaire est simplement base fois ou longueur fois largeur fois hauteur. Donc, volume
OK, égale simplement 2 fois 9 fois 6, qui donne 5408 mètres cubes. Il y a déjà 40 mètres cubes qui ont été versés dedans, qui laissent 68 mètres cubes à ajouter au bac pour le remplir au complet. OK? Remarque ici qu'il te donne l'option de 108 de ton volume total, si tu oublies d'enlever le 40, et il te donne aussi l'option du 148 si par accident tu les additionnes. Donc, dans cette question ici, ce qu'il cherche vraiment, c'est que tu utilises ta logique pour calculer le volume total et savoir qu'il faut enlever le 40 qui est déjà dedans. Simplement. All right. Prochaine. Après 3 heures en voiture, Maya a parcouru 100 km. Il lui reste 40 km jusqu'à sa destination. Combien de temps de plus est-ce qu'il lui faudra pour arriver à sa destination? Il y a une coupe d'approche ici qu'on peut prendre. Donc, il nous reste seulement 15 minutes. Wow! Donc, on va essayer de faire ça vite. Donc, ce qu'on veut savoir, c'est combien on peut le calculer de différentes façons. Peut-être pour sauver du temps, on va le faire de la façon peut-être simple. 100 km en 3 heures. Il lui reste 40 km. Kilomètres en haut, kilomètres en haut. Combien de temps? Remarque que ça, je sais, c'est répétitif, hein, mais ça marche. 3. Oups. 3 fois 40 divisé par 100. Et qu'est-ce que ça donne? 1,2. Il lui reste 1,2 heures. L'autre façon de l'approcher, c'est de se dire, OK, pour chaque heure, donc, combien de kilomètres est-ce que je parcours? Donc, simplement faire le 100 divisé par 3. Et donc, sa vitesse, donc, serait de 33,3 km par heure. Okay? Et sachant qu'il reste 40 km, tu peux déduire que ce serait un peu plus qu'une heure. Et donc, tu pourrais facilement éliminer lui et lui. Et à ce moment-là, tu pourrais faire le calcul voyons, le 40 divisé par 33,3 pour arriver au 1,2. Mais si tu regardes le calcul, c'est exactement le même calcul que le faire dans une étape ici avec le croisé. C'est juste qu'en le faisant, en calculant premièrement la vitesse, ensuite divisant avec la distance, tu fais juste le faire en 2 étapes, mais tu fais le même calcul en bout de ligne. Natacha, aurais-tu une différente approche là? Honnêtement, non, j'aurais fait la même chose. Tu l'as. Great minds think alike. Parfait. All right. OK. Prochaine. Laquelle de ces réponses équivaut à 70%? So, encore une fois, mon Dieu, qu'ils veulent vraiment que vous sachiez comment jouer avec vos pourcentages. Donc, 70%, c'est 70 sur 100 qui équivaut à 0,7. OK. Donc, ça ne peut pas être lui. Ça ne peut pas être lui. Ce n'est certainement pas lui. 1 sur 70, c'est un très petit chiffre. 7 sur 10, oui, absolument. Parce que si tu fais 70 pour 100, si tu divises haut et bas par 10, ça donne 7 sur 10. Donc, c'est absolument celle-là. OK? Prochaine. Il nous en reste juste 4. Quelle est la valeur de 17 moins 2 fois 3 plus 9? Ah, notre fameux PEDMAS! Qu'on aime PEDMAS. OK, PEDMAS.
Parenthèse. Exposant. Division. Multiplication. Addition. Soustraction. Oups. C'est un C. PEDMAS, c'est l'ordre des opérations. Lorsqu'on résout un problème, il faut absolument qu'on suive l'ordre des opérations. Si on a dans notre calcul, on a des parenthèses, il faut faire le calcul qui est dans la parenthèse en premier. Une fois que ça c'est fait, on regarde, est-ce qu'on a des exposants? Si oui, on fait ceux-là. Ensuite, D et M, division-multiplication, sont interchangeables. Tu peux faire donc tu dois faire les divisions et multiplications avant les additions-soustractions, mais l'ordre que tu les fais n'est pas important. Par exemple, je vais juste faire un petit exemple, comme à côté ici. Si j'avais 9 fois 3 divisé par 6, je pourrais faire la multiplication en premier. 9 fois 3, c'est 27 divisé... Oups, excuse, 9 fois 3, oui, 27, non. Je veux des chiffres ronds. Une minute. 9 fois 4 divisé par 6. J'aurais 36 divisé par 6 qui est égal à 6. Mais si on fait la division en premier, oups, 4, je me simplifie pas la vie. 4 divisé par 6 donnerait 2 tiers ou 0,666. Donc, 0,66 infini fois 9, la réponse va quand même être 6. Donc, peu importe l'ordre, si j'ai multiplication avec division, pourvu que tu les fais toutes avant que tu touches les additions-soustractions, ça va fonctionner. OK? Puis, pour addition-soustraction, même chose, l'ordre n'est pas important. À la toute fin, tu fais tes additions-soustractions et l'ordre n'est pas important non plus. Donc, si on prend ce problème ici, on voit qu'on n'a pas de parenthèse, on n'a pas d'exposant, mais on a une multiplication. Il faut faire cette multiplication en premier. Donc, il faut faire 17 moins 2 fois 3, qui est 6, plus 9. À ce point-ci, l'ordre n'est pas important. Encore une fois, on peut faire 17 moins 6, qui est 11, plus 9, qui est égal à 20. Ou on peut faire l'addition en premier, moins 6 plus 9, donc 17. Moins 6 plus 9 nous donne plus 3. Et 17 plus 3 nous donne 20. Ça fonctionne. Notre réponse est 20. OK? Donc, pourvu que tu te rappelles de ça et savoir que tu peux interchanger division avec multiplication et addition avec soustraction, ton calcul va fonctionner. Petite mise en garde. Si vous pitonnez ceci dans votre calculatrice telle qu'elle, les chances sont très bonnes que ça va te donner la mauvaise réponse parce que souvent, les calculatrices ne respectent pas automatiquement PEDMAS. Il y en a qui vont le faire, mais il y en a qui ne le font pas. Que si tu veux absolument un ordre particulier, il faut que tu crées des parenthèses quand tu le pitonnes pour que ça te crache la bonne réponse. Donc, vous êtes mieux de le faire en étapes puis de le faire à la main que de le pitonner dans une shot dans votre calculatrice. OK, prochaine. Quelle option décrit la somme de 11 cinquièmes plus 1 septième? Donc, il y a juste une couple de choses que je veux faire ici. Premièrement, j'aimerais le regarder logiquement parce que je trouve cette question ici très drôle. 11 cinquièmes, on sait tout de suite que 11 divisé par 5 me donne plus que 2 parce que 10 cinquièmes, c'est 2. Donc, ça ne peut pas être 1. Ça va être plus que 2.
ça ne peut pas être entre 1 et 2. Donc, sans même faire de calcul, ça doit être D. Puis, il va y avoir des questions sur le test qui vous permettent de vous sauver du temps comme ça. OK? Donc, logiquement, même pas besoin de faire de calcul. Mais si c'est un problème où il y a un calcul qui doit se faire, que ce n'est pas aussi évident que celui-ci, j'ai une petite méthode que j'aime parce qu'évidemment, il faut trouver un dénominateur commun pour faire le calcul. La façon la plus facile, vous savez fort probablement, c'est de simplement multiplier, je vais changer de couleur, c'est de simplement multiplier les dénominateurs ensemble, OK, pour te donner le dénominateur, un dénominateur commun. Ce n'est peut-être pas le dénominateur commun le plus simple, mais ça va être un dénominateur commun. Donc, 5 fois 7 me donne 35, 35. C'est bien beau. Là, je pense que j'ai vu ça appeler la méthode du papillon à un moment donné. Donc, ce que tu fais, c'est que tu peux encercler, tu peux créer un papillon. Regarde mon beau papillon. Puis, wow! Ah, c'est beau, hein? Mes talents de dessin. Ça, that's as good as it gets right there. Yeah. Non, c'est bad. C'est aussi pire que mes stickman. OK? Donc, tu fais 11 fois 7, qui est 77, et c'est ça qui va en numérateur là. Donc, tu prends ton numérateur du premier terme fois le dénominateur du deuxième avant que tu l'as multiplié. Ça donne 67. Et tu fais la même chose de l'autre côté. 5 fois 1 donne 5. 35. 77 plus 5 donne 82. Et à ce moment-là, tu peux simplement faire la division. Puis je ne l'ai pas fait, mais si on le faisait vite fait, ça nous donnerait 82 divisé par 35, qui est 2,34. Donc, c'est ça, c'est entre 2 et 3. Donc, c'est ça. Puis n'importe quelle fraction que vous devez additionner ou soustraire, cette méthode va fonctionner. OK, il nous en reste 2. On est capable. Les mesures d'une fenêtre rectangulaire sont de 4 mètres et de 3 mètres. Quelle est la longueur de la diagonale de la fenêtre? Donc ça, ici, ça évoque notre beau Pythagore parce qu'on a une fenêtre. Donc, on va dessiner notre fenêtre. Et une fenêtre, on suppose, on espère en tout cas, que ça a des angles de 90 degrés. Et la diagonale, okay, ici, c'est ça qu'on veut savoir. Donc, remarquez que ça crée un beau triangle rectangle avec un angle droit de 90 degrés. Et aussitôt qu'on a un angle, ou excusez, un triangle avec un angle de 90 degrés, donc un triangle rectangle, on peut utiliser Pythagore pour trouver n'importe quelle des dimensions qui manquent. On sait qu'on a 3 par 4. Ce qu'on veut connaître, c'est la diagonale. Selon Pythagore, et il va absolument avoir une question de Pythagore dans le test. La formule, c'est C au carré est égal à A au carré plus B au carré. C, c'est toujours ce qu'on appelle l'hypoténuse. Donc, c'est la diagonale. C'est toujours l'hypoténuse. Ton C ici, c'est toujours le côté le plus long. Toujours, toujours, toujours dans un triangle rectangle. Donc, ça, c'est l'hypoténuse. Donc, ça, c'est C. Et on peut dire que ça, c'est A et ça, c'est B. Donc, la longueur de C serait la racine carrée de A au carré plus B au carré. Et ça, on peut résoudre à la longue. J'ai mis une photo de la calculatrice ici pour montrer que c'est une calculatrice hyper simple qui ne donne pas l'option d'exposant. Donc, il faut vous-même savoir que, donc si on écrit ça, c'est 3 au carré plus 4 au carré. Donc, il faut savoir que 3 au carré, c'est 3 fois 3. Donc, racine carrée de 3 fois 3, qui est 9, plus 4 fois 4, qui est 16,
racine carrée de 25 et la racine carrée, remarquez qu'il est ici. Puis pour le pitonner dans cette calculatrice-là, tu pitonnerais simplement 25 et ensuite la racine, pas avant. Puis ça va te cracher que ça fait un beau 5. OK? Ça, en passant, pour ceux qui font du design ou n'importe quelle application en construction ou autre chose, ça, c'est un triplet qui est très, très bien connu, le 3, 4, 5. Puis, des multiples du 3, 4, 5 fonctionnent aussi. Donc, 6, 8, 10. Donc, si tu sais que tes dimensions sont 6 et 8, puis c'est un triangle rectangle, tu sais que ton hypoténuse ou ta diagonale va être 10. N'importe quel multiple va fonctionner. C'est les triplets de Pythagore, puis ça permet de résoudre rapidement. Je ne sais pas si dans le test, ça va être un de ces triplets-là. Sinon, tu peux faire le calcul à la longue, mais si tu remarques que le triangle est un multiple du 3, 4, 5, tu peux, et tu as 2 des 3, donc on te donne que l'hypoténuse est 5 et qu'un des côtés est 3, tu sais que l'autre est 4. Si on te dit que, tu sais, n'importe quel des deux, tu peux trouver l'autre sans même faire de calcul. J'ose espérer que c'est ça qu'ils vont vous donner, mais sinon, vous pouvez le calculer. OK. Moi, j'en avais un en passant. Répète, excuse. Moi, j'avais un triplet pythagorien. J'avais 3, 4, 5. Ah, OK. So, peut-être ça va être ça. So, si tu peux te rappeler du 3, 4, 5 et des multiples du 3, 4, 5, tu n'auras même pas à faire de calcul. So, super. OK, dernière. Laquelle de ces équations a comme solution x est égal à 12? Ici, tu peux simplement rentrer ton 12, résoudre et voir si c'est vrai. Donc, évidemment, le terme à gauche doit être équivalent au terme à droite. Donc, membre de gauche et membre de droite doit être pareil. Donc, si on rentre notre 12 à la place du x ici, tout de suite, on voit que A ne marche pas parce que 12 moins 17, puis rappelez-vous de votre Pedmance, il faut faire la parenthèse avant la multiplication. 12 moins 17 donne un négatif. Bien, notre autre côté est un positif. Donc, ça ne peut pas être ça. Prochain. 8 fois 12 plus 4. 8 fois 12, ça donne 96. Plus 4 donne 100. 100 n'égale pas à 12. Ça ne peut pas être ça. 2 tiers x plus 3, donc 2 fois, puis si on met notre 12 ici à la place, c'est en numérateur, donc 2 fois 12, c'est 24, divisé par 3, OK, qui donne 8, plus 3 donne 11. Ça n'équivaut pas à moins 5. Puis remarque ici que tout ce qui est à gauche est positif, mais l'autre côté est négatif. Tout de suite, tu peux voir sans même rentrer le 12 que quand tout d'un côté est positif, puis que l'autre côté est négatif, il n'y a pas d'équivalence là. Ça ne peut pas fonctionner. Et finalement, si on rentre notre 12 là, okay, 7 fois 12, ça donne 84, divisé par 3 et moins 6, ça va bel et bien donner 22. Et donc, D doit être notre réponse. Je pense qu'il y en a, juste avant, je sais qu'on dépasse un petit peu le temps, Natacha, mais est-ce que il y a la question des, parce que je sais qu'il y a des questions d'exposants, puis des règles des exposants. Est-ce que tu te rappelles si tu as réussi à couvrir ça dans une de tes vidéos? Juste les lois des exposants. Je suis pas mal sûre que oui, mais c'est ça. Ça va être une question comme 3 à la 2 fois 3 à la 6 va te donner quoi? Right. Et c'est juste c'est la loi des exposants. On va en faire quelques-uns. Puis, juste avant de finir, je sais qu'on dépasse un petit peu, mais je pense que c'est quand même important. So, les règles des exposants, premièrement, s'appliquent seulement si ceci est une multiplication ou une division. OK? Donc, on a une multiplication, ça marche.
Deuxièmement, les lois des exposants fonctionnent seulement si la base est pareille. Donc, le gros chiffre est pareil. Ça doit être 3 et 3. Good to go. Étant donné qu'on a une base semblable et que c'est une multiplication, la loi des exposants s'applique. Donc, 3 à la 2 fois 3 à la 6 égale 3. La base ne change pas. Donc, tu ne fais pas 3 fois 3. Ça ne donne pas 9. Ça reste 3 et tu additionnes tes exposants. Donc, ça va donner 3 exposants 8. Pareillement, disons, on a 5 exposants 6 divisé par 5 exposants 1. Qu'est-ce que ça donne? Bien, on a la même base, on a une division, on peut appliquer la règle des exposants. Dans ce cas-ci, encore une fois, la base ne change pas, ça reste 5, mais puisque c'est une division qu'on fait, on soustrait nos exposants et donc ça va donner 5 exposants 5 comme réponse. Il ne devrait pas vous faire ceci, mais si jamais tu avais 4 exposants 3 plus 4 exposants 4, qu'est-ce que ça donne? Tu ne peux pas. Ça ne fonctionne pas avec plus ou moins. OK? Pareillement, si tu avais 4 exposants 3 fois 3 exposants 2, tu ne peux pas faire ça non plus. Tes bases ne sont pas pareilles. OK? Donc, ça s'applique seulement si la base est pareille et si c'est multiplication, division et ça. Troisième règle des exposants, loi des exposants, si tu as 4 exposants 2 et le tout a un exposant, disons c'est 3, ça équivaut, encore une fois, remarque, la base ne change pas, mais dans ce cas-ci, tu multiplies l'exposant de l'exposant ensemble, qui va donner 4 exposants 6. Okay? Donc, ça, c'était loi des exposants. Puis oui, je pense que je me rappelle, Natacha, c'est vrai, tu l'as fait parce qu'il y avait le problème de, je pense, c'est 3 exposants 11 plus 3 exposants 2, si je me rappelle bien. Puis oui, tu l'as couvert. Je viens juste de cliquer. Donc, c'est ça. Good. Mm-hmm. OK, hey, on a fait le tour. On les a toutes faites. Est-ce qu'il y a des questions quelconques ou autre chose que quelqu'un veut un concept qu'on veut toucher avant qu'on se laisse? Non, je crois que tout a été clair pour moi. Super. J'ai beaucoup aimé la manière dont tu as résolu les dépliants.